pense qu'on n'a pas uniquement fait un front de lutte pour le soutien au peuple palestinien et contre la criminalisation des militantes et militants là-dessus, mais on est en train aussi de faire un front international et internationaliste et lutte de classe. Que moi, j'ai jamais vu dans un événement un prisonnier politique palestinien, une porte-parole et candidate à la présidentielle en Argentine, des camarades qui étaient dans des flottilles, un journaliste cisjordanien, des avocats, des travailleuses, des travailleurs, des syndicalistes et autres, se rassembler autour d'une cause commune, pas pour faire les victimes ou autres, mais pour délivrer un message de combativité et de détermination. Et je trouve que c'est hyper important ce qui est en train de se passer ce soir, et je pense que ça participe notamment de la réponse, d'un bout de réponse à ta question. Qu'est-ce que je pourrais dire sur les gens qui peuvent être impressionnés sur la question de la répression, etc. Moi, les camarades, je ne suis pas plus fort que vous. Je ne suis pas plus fort que vous, je ne suis pas plus faible que vous. Et je pense qu'ils utilisent nos peurs, mais surtout nos doutes, pour avancer et nous réprimer. Et que si on est réunis autour de la question palestinienne, il faut écouter les Palestiniens eux-mêmes ce qu'ils disent. Ils ne demandent pas la charité, ils ne demandent pas de s'apitoyer sur leur sort. On soutient un peuple face à un génocide, mais on soutient un peuple qui est un peuple résilient, résistant et révolutionnaire, et qui vit ce qu'aucun d'entre nous ne vivra. Et que nos vies à côté, elles sont plutôt peinards. C'est ça la réalité, les camarades. Et que ça ne sert à rien de se la jouer révolutionnaire si, à la première répression ou autre, on commence à avoir peur et courber les chines. Et qu'au-delà de la question palestinienne, nous sommes les héritiers de la longue tradition des luttes anticoloniales, des luttes anti-impérialistes. Nous sommes les héritiers des révolutionnaires de Saint-Domingue à Haïti, qui presque 150 ans après, on vient essayer d'effacer dans un maillot de foot de la Coupe du Monde la mémoire d'Haïti. Parce que la bourgeoisie, elle n'oublie pas les défaites révolutionnaires, même 2 siècles après. Et que malheureusement, nous, parfois, on oublie les propres histoires de celles et ceux qui ont lutté avant nous, de la révolution de Saint-Domingue, des mutins de la Première Guerre mondiale, des communards et communardes, des gens de 1936, de 68, de 95. De toutes ces luttes anticoloniales, d'Algériens, de Marocains, de Tunisiens, de Sénégalais, de Maliens, qui ont lutté contre l'impérialisme français et l'armée française, qui se sont fait torturer à coups d'électricité, qui se sont fait décapiter et dont les têtes, elles servaient pour les cartes postales, pour les soldats français. C'est ça l'histoire contre laquelle nous aussi on a combattu. Et on n'est pas encore dans cette histoire. Mais vous connaissez cette grande phrase, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Et que l'idée, c'est pas d'attendre de se faire manger, c'est d'avoir conscience en nos propres forces. Et si on est réprimé avec une telle force, c'est parce qu'ils connaissent cette force-là. Et que notre seul obstacle, bien sûr les CRS existent, bien sûr BFM existe, bien sûr la justice existe. Mais notre principale faiblesse, elle est dans nos têtes et dans ce qu'on pense, et dans nos doutes. Que sur la seule dernière décennie, on a connu des mouvements quasi insurrectionnels. Je parlais du mouvement des Gilets jaunes tout à l'heure. De gens qui s'affrontaient dès 8h du matin avenue des Champs-Élysées face à la police. De gens qui ont fait mettre, comme je rappelle de temps en temps, un hélicoptère dans la cour de l'Élysée pour exfiltrer Emmanuel Macron et Brigitte Macron au cas où les Gilets jaunes venaient au sein de l'Élysée. Le comité Justice et Vérité pour Adama a mis plus de 100 000 personnes, place de la République, plus de 80 000 personnes devant le tribunal de Paris après la mort de George Floyd.
On a passé plus de 14 journées de lutte où il y avait parfois jusqu'à 3 millions de personnes dans les rues contre la réforme des retraites. Nous sommes capables de nous battre et avec force. Et Myriam en a parlé. On a l'exemple récent, actuel de camarades en Bolivie qui s'affrontent à un gouvernement réactionnaire. On a l'exemple de Minneapolis et de la police ICE. Et peut-être un des exemples formidables, vous l'avez applaudi, c'est notamment celui des dockers de Gênes face à Giorgia Meloni, qui est une politicienne néofasciste. Elle n'est pas devenue un soutien de la Palestine lorsqu'elle met un bateau militaire italien accompagner la Global Soumoud l'année dernière. Elle n'est pas devenue un soutien de la Palestine lorsque devant l'ONU, elle dénonce à demi-mot ce qu'est en train de faire Israël. Non, son ADN, c'est de faire partie de cette internationale réactionnaire. Mais ce qui l'oblige à reculer, à devoir commencer à fermer sa gueule, c'est parce que le mouvement ouvrier, il a décidé à un moment donné d'en découdre et de dire c'est nous qui faisons tourner la société. Et si vous commencez à essayer de vous attaquer aux nôtres, à celles et ceux qui luttent pour soutenir le peuple palestinien, on va commencer à vous couper le robinet. Et ce robinet-là, c'est nous qui avons la possibilité de le fermer quand on veut. On ne devrait pas en fait se cantonner à sauter de tribunaux en tribunaux. Mais on devrait commencer à faire en sorte de discuter. Pourquoi les organisations syndicales de ce pays, elles appellent à rien, alors que la France, elle est en train de se réarmer, alors qu'on ferme les hôpitaux? Pourquoi elle appelle à rien, alors que Jean-Paul Delescaux, qui est secrétaire de la CGT, se retrouve dans les tribunaux pour son soutien au peuple palestinien? Pourquoi on ne dit rien face à ça? Mais on pourrait les coucher, les amis. Souvenez-vous juste comment 1000 raffineurs dans le pays, ils ont mis à sec l'ensemble des pompes à essence en 3 semaines. Alors ajoutez à ces milliers de raffineurs l'ensemble des cheminots, des agents de la RATP, des énergéticiens, des gaziers, des professeurs, des aides-soignants, de tous les secteurs du monde du travail. Ajoutez à cette classe ouvrière l'ensemble de la jeunesse, de toutes les facultés, de Paris 8, du Mirail, de Tolbiac, de tous les lycées et lycéennes, les lycéens et lycéennes de ce pays, de tous les quartiers populaires, de toutes celles et ceux qui se sont révoltés au moment de la mort de Ziad Ebouna et celle de Naël ou encore Adama. Imaginez ce que serait la situation dans ce pays si ça existait. Mais qu'est-ce qui fait que ce n'est pas là? Est-ce qu'il faut faire un groupe WhatsApp général avec 30 millions de personnes? La réalité, les camarades, je dis ça pour qu'on reprenne confiance dans nos forces. Et nos forces, elles sont là. Je vous parle de la classe ouvrière parce que vous en êtes des membres à part entière. Que trop souvent, on discute avec nous comme si on était des gens qui n'appartenons pas à une classe commune. Que l'ouvrier, ce n'est pas uniquement celui qui est en bleu de travail dans l'usine, c'est aussi l'aide-soignante, c'est aussi l'intérimaire qui travaille dans la logistique, celui qui travaille chez Amazon, c'est aussi les personnes qui travaillent dans le tertiaire, les secrétaires, les comptables, etc., etc. La classe ouvrière, elle est large et importante et elle a un poids immense aujourd'hui pour pouvoir aider à faire arrêter cette machine de la répression. Et il faut en avoir conscience. C'est pour ça qu'au-delà de ce meeting-là, et après, on va danser sur Médine et festoyer avec. Mais l'essentiel, les camarades, c'est pas de vous dire c'était sympa la soirée et reprendre son petit train-train quotidien. Mais c'est de commencer à mettre un pas dans le fait d'éveiller sa conscience politique et de commencer à s'organiser. Et c'est pour ça qu'ils nous répriment, c'est pour éviter qu'on s'organise. Parce que je sais ce qu'ils disent derrière le procès d'Anas Kazib, derrière Omar Al-Soumi. Ils entendent ces dizaines de milliers de voix qui se disent « Mais moi, j'ai pas révolution permanente, moi j'ai pas urgence Palestine, moi je suis pas députée européenne comme Rima Hassan. Mais s'ils font ça à ces gens-là, qui ont des avocats, qui ont des médias qui sont dans la salle pour faire des articles, mais moi, on va me tuer. Et donc moi je vais rester chez moi. » Et ils profitent de ça. Des gens qui continuent à considérer qu'il ne faut pas s'organiser dans ce pays. Et donc, il faut voir ces événements-là et ces situations-là pour sauter un cap. Et nous considérons que
il faut faire des procès de la répression que nous vivons aujourd'hui un tremplin pour la mobilisation du peuple palestinien. On ne se mettra jamais à égalité avec ce que vit le peuple palestinien. Une fois, j'ai discuté très durement avec un camarade étranger qui ne connaît pas la répression parce que, notamment dans le pays, en Espagne, la répression pour les soutiens de la Palestine, c'est peau de chagrin, comme on dit. Et donc, il voyait un peu le fait qu'on parlait un peu de la répression comme si, allez, tais-toi quand même, qu'est-ce que c'est à côté du nettoyage ethnique et de Gaza, etc. Mais jamais personne, que ce soit les rassemblements pour Rami, Omar, Olivia ou le mien, jamais de la vie, vous trouverez une personne qui considère que son cas, face à la justice bourgeoise, c'est équivalent à ce que vit un peuple qui est massacré. Mais néanmoins, et c'est ce qu'on partage en commun avec tous les camarades, peu importe les organisations politiques, syndicales, associatives, peu importe les divergences, c'est que nous avons conscience qu'ils utilisent la répression pour affaiblir le mouvement de soutien vis-à-vis du peuple palestinien. Et c'est ça qu'il faut comprendre, les camarades. Venez pas le 25 pour moi. Bien évidemment, je ne veux pas être un martyr. On veut la relaxe. Mais venez pas pour Anas Kazib. Venez parce que c'est une infamie et une ignominie ce qui est en train de se passer dans ce pays. Des gens qui nous disaient Charlie Hebdo, je suis Charlie, je suis je sais pas quoi, et qui au final considèrent que c'est normal de nous poursuivre parce qu'on dénonce un génocide. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. C'est lorsqu'ils voient que le mouvement de soutien pour le peuple palestinien reprend, redémarre, se renforce, qu'ils vont commencer à arrêter de réprimer. C'est toujours ça. Lorsque la bourgeoisie a peur de tout perdre, comme on dit, c'est là où elle commence à concéder des choses. Mais pour qu'ils nous attaquent, nous, mais aussi, vous avez vu les camarades de la Global Soumoud, pas au large de Gaza, pas dans les eaux internationales devant Gaza, dès la Grèce, c'est qu'ils reprennent confiance en eux. Ils se disent, ça y est, le cessez-le-feu de papier a convaincu une partie, nous pouvons entamer ça. Et les camarades, je pense qu'ils ont peur d'un mouvement international qui continue vis-à-vis de ce qui est en train de se passer du peuple palestinien. Que peu importe ce que pense l'État d'Israël, peut-être qu'il gagne d'un point de vue militaire à écraser des femmes et des hommes qui sont bunkerisés et mis dans un centre de rétention depuis des décennies. Mais ils ont perdu la bataille la plus importante, c'est la bataille idéologique et politique. C'est fini l'État d'Israël, à jamais, il est fini, peu importe qui vient sur BFM TV ou CNews. C'est fini la grande démocratie au Moyen-Orient, le pays des LGBT, des femmes et des autres. Aujourd'hui, l'État d'Israël est critiqué, sifflé, hué dans n'importe quel coin de ce monde, dans n'importe quelle compétition, dans n'importe quel concert, festival, etc. Parce que les gens ont ouvert les yeux. Il y a quelques années en arrière, ils ne savaient même pas où était Gaza, ni la Palestine dans la carte du monde. Aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération anti-impérialiste qui s'est forgée autour du soutien au peuple palestinien et qui demain va se forger contre notamment les plans guerriers qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc les camarades, sortez de cette salle avec cette détermination, cette rage, cette combativité. Reprenez courage en vous. C'est pas normal que c'est Jordan Bardella et je ne sais qui et Sarah Knafo qui béflant à la télé, qui ricanent sur nous. Alors qu'ils étaient au banc de l'histoire, ces gens-là. Alors que c'est nous qui faisons tourner la société au quotidien et c'est nous qui continuons à courber les chines. Donc les amis, moi je vous fais juste ce discours-là pour que vous voyez la question de la répression comme un tremplin vis-à-vis de la radicalité et que face à la radicalité, l'autoritarisme, il leur faut la radicalité révolutionnaire. Et peut-être que tous ces moments de répression vont donner aussi l'occasion à un autre saut politique, je l'espère. Merci les camarades. Merci Anas.